Dans le cadre de la quinzaine franco-allemande, une rencontre exceptionnelle avait lieu samedi 30 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche entre le romancier toulousain Pascal Dessein et la traductrice de son roman L'horizon qui nous manque, Beate Braumann, roman paru en allemand chez Verlag sous le titre Verlorener Horizont. Bonne écoute. Eh bien donc bonjour, heureux de partager ce moment avec vous et avec Pascal Dessein. Est-ce qu'il est utile que je le présente ? Je le présenterai malgré tout, je donnerai quelques lignes de son brillant parcours. J'en fais tomber mes documents. Et alors, je ne voudrais pas écorcher, je vous ai demandé comment prononcer votre nom, mais vous m'avez dit qu'on découpait, moi je suis pas allemand, je suis désolé, j'ai pas fait d'allemand, c'est Beat. C'est comme ça, il faut couper. Ça serait correct, oui. Mais vous pouvez dire Béa. Béa, allez, va pour Béa, Béa Braumann. Parce que Béat, ça veut dire stupide en français, je crois. Oui, quand... Ou non, non, on peut être aussi ravi, émerveillé aussi. C'est pas forcément stupide. Cette rencontre donc entre Pascal et sa traductrice, puisqu'elle est traductrice, se fait dans le cadre de la quinzaine franco-allemande en Occitanie. Je vais passer la parole à Eunice Charras. Non, elle me fait bon. Alors donc merci à Occitanie Livre et Lecture de s'être impliqué dans cette histoire. Il y a également le Goethe Institut que je salue bien bas. Tout ce qui nous donne l'occasion de voir le travail qui peut exister, la collaboration qui peut exister entre des traducteurs et des auteurs. Donc je vous ai dit quelques traces du parcours de Pascal, qui vit aujourd'hui à Toulouse alors qu'il est né à Dunkerque. Ses romans ont été récompensés par le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le Prix Mystère de la critique, le Prix Jean-Amila Mecker, je suis sûr que j'en oublie. Quelques titres, Du bruit sous le silence, Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, La catastrophe à ZF, hélas, dont on commémore le triste anniversaire, est évoqué dans Loin des humains. Il y a eu le scandale Métal Europe dans Les derniers jours d'un homme. On sait tous que Pascal mélange le vert et le noir avec des soucis écologiques et des romans noirs, donc des romans sociaux. On connaît son engagement politique ou citoyen, et il a été candidat aux élections régionales. Ça m'avait échappé, figure-toi que tu avais été. On va peut-être pas faire semblant de se vous voyez. On va se tutoyer, d'accord ? Soyons simples. La retraite complémentaire des artistes-auteurs. Bref, quelqu'un d'engagé. Dernier ouvrage paru, c'est Un colosse, qui raconte la vie de Jean-Pierre Mazas, qui était originaire du Sud-Ouest et qui a grandi de façon spectaculaire, jusqu'à atteindre 2,20 m. Mais on est là pour parler, parce qu'il a fait l'objet d'une traduction de Béat, de L'horizon qui nous manque, qui est paru en quelle année ? J'ai oublié. 2019. Et la première question que je vais poser, elle ne va pas concerner la traduction, c'est le regard des auteurs sur des œuvres passées. Tu n'es plus dans ce livre-là, toi. Tu n'es plus dans ce livre-là. Je sais, parce que tu me l'as dit, oui, que tu es en train d'écrire autre chose, que tu as un bouquin de côté, etc. Enfin, bon, bref. Quel est ton rapport avec les livres déjà publiés ? C'est une question. Il m'effraie un petit peu. Non, c'est vrai. Plus ça va, il m'effraie parce que c'est un travail que j'ai fait, dont je peux être content, fier parfois. Et puis, plus les années passent, ça s'accumule et j'ai le sentiment que voilà, il faut toujours se renouveler, il faut toujours se remettre en question, et c'est peut-être de plus en plus difficile, les années passant. Et puis je vais vous faire une confidence tout à fait métaphysique. Aujourd'hui, j'ai 57 ans. Oh, bon anniversaire. Non, pas aujourd'hui. En ce moment, là, j'ai 57 ans. Tout le monde applaudit. Non, il faut pas. Tant pis, on gagne nos cadeaux. Oui. Et au printemps prochain, je vais faire mes 30 ans dans l'édition. Ah oui. Et je vais publier à cette occasion-là mon 30e livre. Voilà.
Et, ça, c'est un anniversaire. On va faire la fête, là. J'ai promis, on va faire la fête. Mais surtout, je me dis, est-ce que je pourrais encore en écrire 30? Je pense pas. Dépêche-toi. Non, je pense pas. Non, c'est un rapport affectueux. C'est surtout Mais tu les relis parfois? Non. Sauf parce que maintenant, je pratique la lecture en plein air, lecture verte et vagabonde notamment. C'est une proposition que je fais un peu partout dans la France, à emmener les lecteurs dans la montagne, dans la colline, découvrir la nature et en même temps découvrir mes textes, redécouvrir mes textes. Et c'est souvent à la demande, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui me disent « Ah, mais relis ça !» Au bord de la Loire, il y a un mois, quelqu'un m'a demandé de relire Cruelle Nature. Alors j'ai dit c'était pas mal quand même cette affaire-là. Et la semaine dernière, j'ai relu Le Bal des Frelons et Loin des Humains en Aveyron. Ah, mais quand même. Oui, mais bon, pas entièrement, mais des passages. Donc voilà, de cette façon-là. Sinon, ça m'effraie un peu parce que ça me donne trop de pression, quoi. Voilà. Ok. Donc, je le redis, on va parler de l'horizon qui nous manque, qui donne un Allemand. Alors là, Béa, c'est vous qui allez le dire. Le titre. Ce n'est pas le traducteur qui donne le titre. Ah, c'est l'éditeur. C'est toujours l'éditeur et oui, je dois dire c'est dommage parce que Verlorener Horizont ne dit pas la même chose que Horizon qui nous manque. Et pourquoi a-t-il choisi ça? Ça signifie il quoi? manque l'action, il manque la personne dont manque l'horizon. D'accord. Pour moi, ce n'est pas idéal ce titre en allemand. Très bien. Honnêtement. Alors. Quoi? Horizon perdu. Horizon perdu. Oui. La traduction littérale, c'est les horizons perdus. Oui. D'accord. Mais ils ont horizon qui nous manque, c'est autre chose. Oh, on est bien d'accord. Mais ils ont toujours certaines descriptions du layout. Ça existe en France aussi, français. Oui. Ils ont peut-être 15 ou 16 lettres et plus ne va pas. Ah oui, d'accord. Ils sont limités typographiquement. C'est limité typographiquement, c'est ça la forme limite. Ouais, d'accord. Alors, l'horizon qui nous manque, je le dis en quelques mots, un résumé. La jungle de Calais vient d'être démantelée. Lucille, qui a plaqué son métier d'enseignante pour venir en aide aux migrants, se retrouve désemparée. Elle cherche un point de chute. Elle arrive chez Anatole, un vieux loup solitaire. Ce dernier lui loue une caravane sur son terrain. Anatole, c'est un chasseur qui passe des heures à bricoler des oiseaux en bois destinés à servir de leurre. Il n'attrape jamais grand-chose, mais rêver lui suffit. C'est vraiment des portraits humains. C'est un très, très, très beau livre. Je suis très sincère en disant ça. Une étrange relation se noue entre la jeune femme et le chasseur solitaire. Étrange relation bouleversée par l'arrivée de Loïc, un gars qui a fait de la prison un impulsif, et on découvrira des choses. Mais au-delà même de l'action, on est bien avec ces personnages-là. Il y a une espèce d'oxymore que tu écris qui, je trouve, je me suis dit, tiens, ça aurait pu servir de titre. C'est une mélancolie féroce. Ah oui, j'adore. Et une mélancolie féroce, je me suis dit, qu'est-ce que c'est beau. Et il y a de ça, quoi. Je ne pourrais pas le définir, mais c'est ça, oui. Ouais, il y a de la férocité, il y a de la mélancolie. Est-ce qu'on parle de ce livre-là avant de parler de la traduction? Oui, il va les replonge-nous. Oui, parle-nous de la jeunesse de ce livre. La genèse, elle est lointaine parce que c'est un lieu de mon enfance. Déjà, c'est un territoire très, très réduit entre Calais et Gravelines. Un endroit hors de la loi presque, parce qu'il est occupé par beaucoup de chasseurs au mauvais tempérament. Un peu, même la police là-bas hésite à faire des constats de chasse parce que les gendarmes se font tirer dessus. Moi-même, quand j'étais gosse, je me suis fait tirer dessus avec mon maître en ornithologie. Je me souviens d'un chasseur qui a déboulé des dunes en nous disant: le jour où vous interdirez la chasse, notre gibier, ce sera vous. C'était impressionnant. Voilà un peu l'ambiance du pays. Et puis c'est un endroit qui est marqué par l'histoire, 39-45. Il s'y est déroulé des tragédies. C'est un paysage très émouvant de Flandre, des dunes, une mer qui se retire très loin. Les beaux jours, on voit l'Angleterre, donc c'est peut-être l'horizon qui manque à certains personnages du livre. Voilà, pour moi, c'est un personnage majeur de ma vie. Et à un moment, je me suis dit, et puis c'est pas vieux, donc il y a quelques années,
4-5 ans, je me suis dit, c'est incroyable que tu n'aies pas pensé à un décor de roman avec tout ce que tu as en toi de ce lieu qui t'habite depuis si longtemps. Donc ça faisait 40 ans que le livre était en germination, on va dire. Voilà, et puis ça m'a permis effectivement d'aborder. Alors, moi, j'aime pas aborder les sujets graves de la société frontalement. Je les aborde toujours par les personnages, en lisière, dans la nuance. Pour parler de la fermeture de Metal Europe, c'est comme ça que j'avais agi, avec des personnages, des vrais personnages du lieu qui ressentaient la tragédie. On n'était pas au plus près du drame. Et là aussi, je voulais parler inévitablement du problème des migrants, de tous ces pauvres bougres là qui se retrouvent dans ce cul-de-sac de l'Europe là à rêver l'autre rive. Et je ne voulais pas non plus faire ce que d'autres auteurs avaient déjà fait, et très bien d'ailleurs. Je pense à Olivier Norek dans un genre polar, et Yolande Moreau dans son documentaire. Avait abordé cette question d'une manière très fine aussi. Je voulais pas le faire de plein pied, je voulais faire en lisière. Donc ce personnage-là qui pour moi un personnage intéressant parce que elle est pleine d'humanité, elle n'a pas supporté le choc émotionnel d'être confrontée à cette misère civilisationnelle. Presque. Ouais. Voilà. Et donc, un peu comme j'avais parlé d'AZF 1 an après la catastrophe, là, j'ai voulu d'évoquer la jungle après son démantèlement. Même si ce n'est plus d'actualité, puisque finalement la jungle s'est reconstituée depuis d'une manière plus tragique encore. Mais bon, c'est un autre débat. Mais tu évoquais la chasse, et je sais que c'est une discipline qui ne te séduit guère. Pas celle-là, en tout cas. Voilà. Mais pour autant, tu poses un regard plutôt bienveillant sur Anatole. Ah oui, mais j'aime bien ce personnage. Mais même un chasseur aura ma sympathie si c'est un bel homme. Ouais. Non, mais je veux dire par là, ce que je déteste, c'est les autres chasseurs du livre qui sont des viandards et qui n'ont pas d'humanité, enfin aucune humanité. Donc non, Anatole, c'est un beau personnage. Ouais, puis il raconte tout l'esprit d'une région. C'est là où est la mélancolie féroce. Parce que cet homme-là, c'est pas. On a dit souvent que c'était. J'ai lu dans la presse que c'était un marginal. Non. Il est à la retraite. Il vit dans une caravane comme beaucoup de gens chez nous, dans les mobil-hommes et autres. C'est pas pour autant que ce soit des marginaux. Ils ont fait ce choix de vie. Et puis il a eu une vie tout à fait honorable, modeste, mais il a été vendeur de frites, marchand de frites. Il a été brasseur-livreur. C'est un métier honorable dans le Nord et un métier héroïque à une certaine époque. Donc c'est un homme qui raconte pas une souffrance sociale, une certaine modestie de vivre, une certaine dignité de vivre dans un Nord qui fut prospère, qui ne le fut plus. Donc il raconte les deux. Mais c'est un beau personnage, et puis c'est un chasseur du dimanche. Enfin, quand même, voilà. Il aime bien ça. Oui, mais c'est pas les chasseurs que j'ai connus, quoi, les vilains chasseurs. Bon, on va passer au travail de traduction. On va commencer par un hommage, parce que sur le livre apparaissent deux noms de traducteurs. Alors, je peux le dire, c'est votre compagnon qui a disparu, hélas, alors que vous étiez à la moitié de la traduction. Non, nous étions prêts. Ah, vous étiez presque prêts. D'accord. Moi, j'ai terminé lorsque nous sommes rentrés de Venise. Il est décédé en voiture, notre chemin dans la maison, lorsque nous rentrions de Venise. Une crise cardiaque, il a eu, c'est ça? Pardon? Un infarctus, il a eu une crise cardiaque. Oui. Bon, ben, écoutez... J'ai terminé toute seule, je l'ai terminé toute seule, mais Ronald Boillier, il était un traducteur très populaire. Il a traduit surtout des textes philosophiques. Baudrillard, Virilio, Lyotard. Il a fait les 1000 plateaux de Deleuze et Guattari avec une collègue. Il a traduit pendant 40 ans. Et moi, j'étais l'apprentie et maintenant, je suis traductrice. C'est lui qui vous a entraîné dans cet univers. Oui, c'est vrai. Oui. Bon, moi j'ai passé un examen d'interprétariat et de traducteur, mais c'était il y a 40 ans. Et j'ai beaucoup alors oublié. justement,
Et c'est la raison pour laquelle je ne suis plus très fluide en parlant français. Mais ça revient de plus en peu. On l'entend. Vous avez donc fait des études de langue et de littérature allemande et de sciences politiques. Oui. Hein, il est logique que je vous présente. Donc, vous avez évoqué vous-même vos examens d'interprétariat en anglais aussi et en français. Vous avez reçu le grade de docteur de philosophie en 1984 sur le sujet de la formation pour adultes. Oui. C'est là où vous avez rencontré Ronald Vouillet, non ? Non. Ah non, non parce non. que comme vous avez cité quelques philosophes, j'ai cru que c'était là. Bon, ça ne me regarde pas. Dans votre vie professionnelle, vous avez été professeur de lycée, directrice d'une université populaire. Vous connaissez ça? On dit ça en français? Une université populaire, Volkshochschule. Nous, on passe à Michel Onfray quand on dit université populaire. Ouais. Mais rédactrice dans une agence de publicité, Ouais. autrice vous-même, ce qui doit, on en parlera peut-être, mais qui doit être sacrément utile quand on traduit des auteurs, et donc traductrice. Depuis 2018, vous avez traduit quelques romans noirs de français en allemand avec donc votre compagnon. Oui. Et je voudrais savoir comment on se retrouve un jour avec le livre de Pascal dans les mains. Comment ça s'est passé ? C'est la maison d'édition qui décide quel livre soit être traduit et quel livre non. Et ils ont une liste avec des traducteurs et ils demandent et on dit oui ou non. Ah, c'est vous qui choisissez ? Non, c'est la maison d'édition qui a choisi Ronald Vouillet. Oui, d'accord, ça j'ai bien compris. Et l'éditeur décide et ensuite il regarde dans sa liste et si le traducteur est disponible, il le missionne. Bon, alors on va évacuer une question délicate. Est-ce qu'il arrive qu'on traduise des livres qu'on n'aime pas ? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, ça existe aussi. Oui. Bon, rassurez-moi, c'est pas le cas pour Pascal. Ce livre, c'était ça la question délicate. Oui, mais je peux le dire honnêtement, c'était un grand plaisir parce que dès les premières phrases, Pascal Dessin réussit à capter ses lecteurs par ses descriptions du décor, des personnages, de l'ambiance. Et on remarque très, très bien qu'il est dans cette région. Il aime bien cette région. Il aime la mer. La puissance de la mer, la puissance de la nature. Et nous avons bien aimé ça, oui. Et comment procède-t-on ? Et aussi la langue. Nous avons bien aimé la langue parce que la langue est chaleureuse, légère, parfois humoristique, aussi mélancolique, tu l'as dit déjà, très triste parfois. Et le roman est aussi un hommage au cinéma parce que... Mais on verra tout ça, oui, on va en parler. Ah bon. Dites-moi simplement, au départ, on lit le livre de A à Z et en se disant, oula, ça va être difficile. Ça dépend, parfois non. Parce que c'est plus excitant si on ne connaît pas tout le texte. Chaque matin, tu dis, aujourd'hui, je peux lire un peu plus fort, plus loin. Et parfois, l'écrivain soi-même ne sait pas ce qu'il va écrire dans les prochaines phrases. Et on est peut-être influencé si on connaît tout le livre par avance. Vous avez prononcé le mot ambiance. Ça doit être le plus difficile à traduire, ça, non ? Oui, c'est bien, c'est vrai. Il faut vraiment, à part des mots... J'ai un peu préparé. Mais vous embêtez pas avec ça, enfin, comme vous voulez, mais sinon... Oui, on traduit d'une phase à l'autre. Dans la première phase, on traduit mot par mot, presque précis. Mm-hmm. Et la deuxième phase, on est un peu plus libre, un peu transposer la langue dans la langue cible. Et il est plus important de connaître la langue cible, qui est normalement la langue maternelle chez un traducteur, que la langue étrangère dans laquelle on traduit. D'accord. Parce qu'il faut faire un texte qui se lit, qui est quand même le style de l'auteur. Il ne faut pas écrire soi-même. Il faut contenir le style de l'auteur, il faut contenir ce qu'il
qu'il voulait dire, peut-être on le remarque. Oui, mais quand peut-être même, non. il y a un style, malgré tout, du traducteur. Je suppose que si on avait pris le livre de... Enfin, je suis même sûr, on aurait pris le livre de Pascal, on l'aurait confié à quelqu'un d'autre, ça aurait donné... Peut-être, oui. Sans doute. Certainement, oui, mais... Pascal, c'est pas la première fois que tu es traduit. Et tu as été traduit en d'autres langues que l'allemand? Oui. Je dis pas de bêtises. Oui. Quel est ton regard là-dessus? D'abord, est-ce que tu lis assez bien l'allemand Non, pour savoir? non. En général, là, je l'ai pas fait encore, mais en général, je fais lire les traductions à un moment ou à un autre pour avoir le ressenti. Donc j'ai une amie là qui normalement doit le lire et qui va même le faire étudier dans sa classe d'allemand, les profs d'allemand. Et donc je suis très honoré, elle va se reposer sur ce texte dans sa classe, donc c'est formidable. Bon, d'abord je suis très troublé à chaque fois, Ouais. agréablement ou pas. J'ai été traduit en italien, en arabe, en espagnol et en allemand 3 fois. C'est le 3e livre en allemand. Le deuxième sérieusement, on va dire, parce que le premier c'était l'aventure du poulpe, donc c'est plutôt la collection que l'éditeur traduisait, c'était pas un auteur. Après j'ai été traduit par Distel Littérature Verlag pour Loin des humains, traduit par Schlangenbrut, le nid de serpent, Loin des humains, Schlangenbrut, c'est ça, non? Non, c'est le titre en allemand. C'est le titre en allemand. Ah, voilà. Et Pascal, déjà j'ai retenu. Parce que sinon, tu fais marrer le Goethe Institut. Bah lui, c'est normal. Mais voilà. Donc voilà, c'est l'émotion d'abord, et puis après, je suis effectivement curieux de savoir si. On n'a pas un petit peu peur? Bah si. De l'infidélité. Ah bah oui, mais de toute façon, je vais pas inventer quoi que ce soit, mais on dit souvent que une bonne traduction, c'est une bonne trahison. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, parce qu'on peut pas, de toute façon, littéralement. Voilà. Et moi qui suis complètement béotien en langue étrangère, complètement nul, et qui pourtant lis beaucoup de littérature étrangère, j'ai même en tant que lecteur ce trouble inconscient, c'est-à-dire que de ce sentiment que de passer à côté parce qu'il y a la trahison. Mais d'un autre côté, de la confiance pour le traducteur, me disant que avec tout l'amour qu'il a pour la littérature et pour l'auteur peut-être, il a été le plus fidèle par l'émotion, par la sensibilité, voilà. Moi, je sais que là on n'a pas eu le contact quand on a travaillé ensemble, mais sur le précédent livre en allemand, la traductrice, dont j'ai oublié le nom, voilà, m'écrivait régulièrement pour avoir des précisions sur le sens des mots. Voilà. C'était une de mes questions. Voilà. Effectivement, est-ce qu'il y a eu collaboration? Non, il n'y a pas entre nous, non. Mais ça a été très vite aussi. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de relations avec ma traductrice italienne, là pour le coup. Et dans les deux cas, alors bon, alors c'est très curieux la vie. Dans les deux cas, c'est des traductrices qui avaient aussi traduit d'autres auteurs français. Et notamment Jean-Claude Izzo, Thierry Jonquet, aussi bien en Italie qu'en Allemagne. Du beau monde. Du beau monde. Et les deux traductrices me disaient que j'étais plus difficile à traduire. Ah oui? Oui. Plus difficile à traduire parce qu'il y a chez moi tout ce qui ne se dit pas, ce qui ne s'écrit pas, ce qui est en creux. Eh bien, ces fameuses ambiances. Voilà. Et c'est moins simple à traduire. C'est moins simple à traduire. Est-ce que le fait d'être autrice vous-même et d'être auteur vous-même, c'est un atout? C'est peut-être plus facile parce qu'on aime s'occuper d'une langue. On aime la langue, on aime jouer avec des mots, chercher des solutions. Il y a parfois, surtout entre français et allemand, il y a des différences. Par exemple, en ce qui concerne les temps, vous, en français, vous utilisez le passé composé, et nous, en allemand, très souvent, il faut en faire imparfait, mais pas toujours. Il faut toujours faire la décision. Ou bien, le pronom possessif est aussi un problème, parce que vous, en France, vous dites
je parle avec non, il parle avec sa voix. Mhm. Et nous disons, si c'est un homme, nous disons, il parle avec son voix. Et parfois, on ne peut pas connaître, on ne peut pas savoir ce que l'auteur avait dit. Ah, S'il parle d'un homme ou d'une femme. D'accord, c'est moins Il genre. faut toujours faire attention au contenu. Et sur aussi les expressions. Il y a j'ai trouvé quelques exemples. Allez, donnez-les, nous, ces exemples. Par exemple, ça le gonflait. Oui, ça, on ne peut pas dire littéralement, oui. Non, mais il faut chercher une expression allemande. Nous avons fait Das Voll in der Kamm. Gonfler, c'est... Bon, je ne dois pas expliquer. Ou bien une autre, c'était le truc avec Stalin. Qu'est-ce que tu as... Stalin, c'est une carte postale avec Stalin. La carte postale est... Stalin, vous dites Stalin, oui. Dans un frigidaire. Oui, sur le réfrigérateur, il y a il a dit, un portrait de Staline. Que Staline est entouré par des aimants. Et oui, sur mais le frigo. Aimant, oui. en allemand, aimant, ça dit magnet. Mais si on dit la phrase exactement comme ça, en allemand, ça ne dit rien du tout. D'accord. Il faut prendre une Oui, solution. c'est un jeu sur les mots que tu fais et qui ne peut pas être traduit. Il y a aussi les références françaises. Je pensais au lecteur allemand de ce livre-là, rend hommage à Gabin. Pas de problème, tous les Allemands connaissent Gabin, en tout cas j'ose l'espérer. Je ne suis pas étonné. En revanche, Jean-Patrick Capdevielle... il nous fallait regarder les films, parce que si il y a déjà une traduction d'une phrase. oui, pour les films. Il ne faut pas le traduire une autre fois. D'accord. Et il nous fallait vraiment chercher ces phrases dans les films. Et pour les... Oui, bien sûr. Oh là là. C'est un travail de titan. Gardez le micro. Oui. Ou garde, on va tous te tutoyer. Sur le plan des sonorités, c'est un jeu sur les sonorités dans l'écriture, ou alors en tout cas, moi tu cherches ce qui va couler. On peut restituer ce jeu-là de sonorité. On peut restituer. On peut traduire l'ambiance dont on parle. Oui, mais elle obéit aussi j'ai dit, le roman est un hommage au cinéma. Et ces citations avec Gabin, tu joues avec ces citations dans l'action. Et on peut dire que ces films de Gabin accompagnent le texte presque comme une chanson. Tout à fait. Hein? Ils sont toujours un peu... Il y a des chansons aussi parallèlement. Oui. Mais... Et ça fait beaucoup pour l'ambiance. On se souvient du Gabin. Bon, tout le monde aime Gabin, je crois. Bien sûr. On va se livrer à une expérience, je vous en avais parlé par mail, c'est qu'on va comparer, je parlais de sons, et ben on va les écouter ces sons-là. C'est-à-dire ce que je vous propose, c'est que Pascal lise le début de son livre et toi, tu liras le début de ta traduction. D'accord, Béa ? Vice-versa. Il lit en allemand, moi. Ah. Je m'y risque pas. Alors on a décidé de commencer par le commencement. L'impatience d'Anatole. Le soir, souvent, Anatole sortait ses oiseaux mal fichus, sculptés avec un ciseau émoussé d'une pièce dans le bois flotté, puis peints dans des couleurs franches, peu réalistes, mais il en avait l'espoir trompeuse. Alors qu'un jour, je m'étais moqué, il m'avait renvoyé « Tu aurais des certitudes, toi ?»« Non, à part celle d'être prise en tenaille toujours entre un mâle et un autre. Alors les choses, à commencer par mes oiseaux, peuvent bien être comme je le veux, et ce n'est pas un drame si ça tient beaucoup à ma maladresse. » Anatole y mettait tout son cœur, mais aucun de ces oiseaux n'était gracieux. Ses courlis ressemblaient à des hérons, ses vanneaux à des pigeons. Il avait insisté, affirmant que ça ne comptait pas la beauté.
Ce n'était pas la longueur du bec ou la couleur du croupion qui attirait les vrais oiseaux, mais une allure, ni plus ni moins, qui rassurait. Il ne semblait pas pourtant que beaucoup de migrateurs se laissaient berner. C'était une période de l'année à fort coefficient de marée. L'ouverture de la chasse était pour bientôt. Anatole se préparait. Il fichait ses aplats dans le sable, les contemplait un petit moment, puis se tournait vers la mer, qu'il ne voyait pas toujours. Cette mer se retirait si loin, parfois, que l'on pensait que même en courant à perdre haleine, des heures, une journée entière, on ne pourrait jamais atteindre les vagues qui se confondaient longtemps avec les brumes de chaleur. Preuve que la mer existait encore, continuait à passer ferry et cargos. Les grands bateaux se découpaient sur le ciel nébuleux. Ils se croisaient, paraissant alors glisser non sur l'eau, mais à même l'estran, au milieu des chars à voile et des gens à cheval. Belle, spectaculaire et effrayante illusion. À marée haute, la mer reprenait tout le vaste espace, mais sans s'élever beaucoup, si bien que l'on pouvait encore s'aventurer, à pied sur des centaines de mètres, comme marchant sur l'eau, sans être mouillé au-dessus du mollet. À cet instant, la silhouette d'un verrotier allant à sa pêche rapetissait sur le sable qui luisait. Il se diluerait dans la brume et les vagues. Quand il ne sortait pas ses oiseaux bricolés, Anatole s'enfermait dans le garage. Dans la hiérarchie des chasseurs, Anatole était au plus bas de l'échelle. Il était condamné à chasser sur la plage. Il ne rêvait plus de posséder un jour une hutte enfouie dans le sable, une belle hutte avec ses pièces d'eau, où viendraient se faire oxyre des canards épuisés. Un canard, même une sarcelle, c'était plus gras qu'un chevalier ou une barge. Désormais, Anatole faisait donc contre mauvaise fortune belle œuvre. Chaque année, il s'y remettait avec ardeur, par besoin, plaisir, mais aussi, assénait-il, souci de justice sociale. Pas de raison qu'on le prenne tout à fait pour un pleutre. La plupart des chasseurs de plage utilisaient un simple paravent qui résistait mal aux éléments. Anatole avait eu l'idée de construire une hutte mobile, une sorte de boîte, grande comme un piano droit, pourvue de roulettes et d'une sangle pour la traîner derrière soi. Parvenu à l'endroit choisi, il ouvrait la boîte, qui avait bien sûr une meurtrière, éparpillait ses oiseaux mal fichus, puis attendait, bien protégé du vent. Au fil du temps, il avait apporté certaines améliorations, ajoutant notamment de petits compartiments afin d'y ranger ses cartouches, quelques outils, son casse-croûte et de la bière. Ce dispositif était lourd, pénible à manœuvrer dans le vent et le sable mou, mais il faisait plus riche. Anatole espérait être fin prêt. En attendant l'ouverture, il travaillait à l'abri des regards. Il découpait, sciait, rabotait, clouait ou vissait. Il remplaçait ici une planche, dérouillait là une charnière. L'humidité et le sel rongeaient bois et métal. Il donnerait bientôt à tout cela un bon coup de peinture camouflage. Quand il en aurait fini et ouvrirait les portes du garage, ça serait un spectacle. Super, vraiment super. Alors, je ne sais pas si vous souhaitez lire toute la totalité de cet extrait, mais on va au moins découvrir le début. Et si tu remarques qu'il y a une erreur, oui, Pascal, tu... Anatol ist ungeduldig. Am Abend nahm Anatol seine Vögel häufig heraus, seine schlecht gemachten Vögel, die mit einem stumpfen Meißel aus einem Stück Treibholz geschnitzt und mit kräftigen Farben bemalt waren. Wenig realistisch wirkten, aber, so hoffte er, trotzdem zu täuschen vermochten. Als ich mich eines Tages darüber lustig machte, erwiderte er: Und du, was ist mit dir? Gibt es in deinem Leben eigentlich irgendetwas, worauf du dich verlassen kannst? Nein. Abgesehen davon, dass ich ständig in einer Zwickmühle stecke und mir nur die Wahl zwischen dem einen oder dem anderen übel bleibt. Also es ist eben alles so, wie ich es haben will. Auch meine Vögel sind so, wie ich sie haben will. Macht nichts, wenn das an meiner Ungeschicklichkeit liegt. Anatol legte viel Herzblut hinein, aber keiner seiner Vögel war gelungen. Brachvögel sahen aus wie Reiher, Kiebitze wie Tauben. Hartnäckig hatte er darauf bestanden, dass es auf Schönheit nicht ankäme. Es war nicht die Länge des Schnabels oder die Farbe des Schwanzgefieders, was die echten Vögel anzog, sondern die Haltung zählte, die Art, wie sie auftraten, nicht mehr und nicht weniger. Allerdings schien es, als würden sich nur wenige Zugvögel hereinlegen lassen. Es war eine Jahreszeit mit starkem Tidenhub. Die Eröffnung der Jagdsaison stand unmittelbar bevor und Anatol traf Vorbereitungen. Er steckte seine Lockvögel in den Sand, betrachtete sie ein Weilchen und drehte sich dann in Richtung Meer, das nicht immer in Sichtweite war.
Das Meer zog sich hier manchmal so weit zurück, dass man denken konnte, man würde die Wellen, die längst mit dem Hitzenebel verschmolzen waren, niemals erreichen. Selbst wenn man die Stunden rennen würde, einen ganzen Tag lang, bis einem die Luft ausging. Nur die unablässig vorbeiziehenden Fähren und Frachter bewiesen, dass das Meer noch existierte. Die großen Schiffe hoben sich vom dunstigen Himmel ab. Sie begegneten sich und es wirkte so, als ob sie nicht auf dem Wasser, sondern direkt auf dem Watt gleiten würden, inmitten von Strandseglern und Strandreitern. Schöne, spektakuläre und erschreckende Illusion. Bei Flut nahm das Meer die ganze Weite wieder ein, ohne dabei tief zu werden, sodass man sich noch hunderte von Metern zu Fuß hinauswagen konnte, als ob man auf dem Wasser liefe, ohne weiter als bis zu den Waden nass zu werden. In diesem Moment wurde die Silhouette eines Wurmsuchers auf dem glitzernden Sand immer kleiner. Bald würde er im Dunst und vor den Wellen verschwinden. Wenn er seine geschnitzten Vögel nicht herausholte, schloss Anatol sich in der Garage ein. In der Hierarchie der Jäger stand Anatol auf der untersten Stufe. Er war dazu verdammt, am Strand zu jagen. Er träumte nicht mehr davon, eines Tages eine in den Sand eingegrabene Hütte zu besitzen, eine schöne Hütte mit einem Teich, auf dem sich erschöpfte Enten abknallen ließen. Eine Ente, sogar eine Knäkente, war fetter als ein Strandläufer oder eine Schnepfe. Von nun an stemmte Anatol sich mit guter Arbeit gegen das böse Spiel. Jedes Jahr machte er sich mit Inbrunst wieder ans Werk, aus Not, aus Vergnügen, aber auch, wie er nachdrücklich behauptete, aus sozialer Gerechtigkeit. Es sollte ihn bloß niemand für einen Jammerlappen halten. Fast alle Strandjäger benutzten einen einfachen Schutzschirm, der den Elementen schlecht trotzte. Anatol war auf die Idee gekommen, eine mobile Hütte zu bauen, eine Art Kasten, ungefähr so groß wie ein Klavier, auf Rädern und mit einem Riemen ausgestattet, damit man sie hinter sich herziehen konnte. Am Ort seiner Wahl angekommen, öffnete er den Kasten, an dem eine Schießscharte angebracht war, verteilte seine schlecht gemachten Vögel und dann wartete er, gut geschützt vor dem Wind. Im Laufe der Zeit hatte er einige Verbesserungen vorgenommen, vor allem kleine Fächer eingebaut, in denen er seine Patronen verstaute, etwas Werkzeug, einen kleinen Imbiss und Bier. Diese Konstruktion war schwer, bei Wind und dem feuchten Sand mühsam zu bewegen, aber sie machte was her. Anatol hoffte, bald fertig zu sein. Während er auf die Eröffnung der Jagd wartete, arbeitete er, ohne Blicken ausgesetzt zu sein. Er schnitt, sägte, hobelte, nagelte oder schraubte. Er setzte hier ein Brett, entrostete dort ein Scharnier. Die Feuchtigkeit und das Salz zerfraßen Holz und Metall. Er würde dem Ganzen noch einen schönen Tarnanstrich verpassen. Wenn er erst damit fertig wäre und die Garagentüre öffnete, na, das würde eine Show geben. Merci, merci beaucoup. Alors c'est marrant parce qu'en regardant le public, je sais à peu près qui connaît l'allemand et qui ne le connaît pas. Je ne vais pas donner de nom. Pascal, un petit commentaire sur ce que tu as ressenti en écoutant ça. C'est une langue étrangère. Oui, certes, mais c'est émouvant, je suis. Ah bah oui. Non, mais c'est émouvant de plein de façons, parce que déjà quand on publie un texte en français, dès l'instant où c'est dans d'autres mains que les siennes, ça ne nous appartient plus, ça ne t'appartient plus. Alors là, en plus, tout d'un coup, il y a un degré supplémentaire de partage et je dirais qu'on touche à un peu plus d'universel. Voilà, il y a un côté qui est troublant là. Ça t'est arrivé de rencontrer des lecteurs étrangers ? Oui. Espagnols notamment, et en Italie aussi, quand j'ai été présenter les bouquins là-bas. Oui. Des fois, alors les livres venaient de sortir, j'avais pas encore trop l'occasion d'avoir un vrai retour sur les histoires, quoi. Mm-hmm. Mais j'ai eu quelques ressentis. Oui, c'est troublant de savoir qu'une histoire qu'on raconte dans sa langue, parlant d'un pays qui est le sien, on le sait. C'est pour ça qu'on est friand de littérature d'ailleurs. On sait que dans toute littérature, il y a une part universelle, humaine, qui nous parle. C'est pour ça qu'on est, par ses goûts, ému par la littérature asiatique ou sud-américaine ou américaine ou africaine. Enfin, donc c'est ça la force dans les littératures, c'est sa part universelle. Donc voilà. Après, dès lors que c'est la suite de la dépossession, je dirais. Quand c'est traduit, qu'on entend ça, vraiment, c'est ailleurs, quoi. Les livres sont ailleurs. Et tant mieux. Et tant mieux. Ça fait les livres voyage, ça fait du bien. Béa, j'aimerais qu'on pénètre dans
dans ton atelier, comment ça se passe la traduction? Quels sont tes outils? Est-ce que c'est ton seul cerveau ou est-ce que tu t'aides de dictionnaires? Seulement mon cerveau. Est-ce que tu as tu es entouré de dictionnaires? Tu Oui. te sers d'internet? Comment ça se passe? Aujourd'hui, à l'ordinateur. L'ordinateur. On travaille avec des dictionnaires de plusieurs dictionnaires pour les langues spéciales aussi, pour l'argot, pour les expressions, pour la langue familière. On cherche aussi des informations sur les sujets desquels un roman s'agit, parce que la mer, la marée, il faut connaître les oiseaux, il faut connaître la mer, la marée et tout ça, le sable. Il faut imaginer ce qu'il écrit pour le transposer dans une autre langue. Comment tu es venu au français? Quoi? Comment tu es venu à la langue française? Qu'est-ce qui t'a attiré en elle? Je t'ai dit, mon premier mot en français, c'était lorsque j'avais 11 ans, c'était otorhinolaryngologiste. Ah ouais, on peut tout faire quand on connaît ça. J'étais très fière. Et après, dès ce moment, j'ai commencé à aimer la langue. Ah, c'est à partir de ce mot-là, c'est drôle. Et tu l'as connu dans quelles circonstances? Au lycée. Au lycée. Oui. J'ai commencé avec anglais. Et comment on dit ça en allemand? Otorino. Hals, Nasen, Ohrenarzt. D'accord. Et les difficultés parfois, malgré Internet, malgré ton propre savoir, j'imagine qu'il y a des passages où tu vas te dire, c'est pas évident. J'ai dit, on travaille dans certaines phrases. Et après la 3e ou 4e phrase, on lit en haute voix. Pour entendre la langue, pour entendre le texte, et si ça se lit en allemand. Parce que parfois, dans les traductions, on remarque la langue d'origine. Ce n'est pas toujours bien. D'accord. Et une question qui peut paraître bizarre, mais quand c'est qu'on sait qu'on a terminé? Parce que c'est infini. Jamais. J'ai déjà trouvé 2 ou 3 passages que je ferais autrement aujourd'hui. Ah oui. Bien sûr. On n'a jamais terminé. Combien de temps tu as travaillé là-dessus, par exemple? On fait quelques phases. Après, on donne le livre à la maison d'édition et il y a un relecteur qui lit, qui fait des propositions au traducteur. Le traducteur les travaille et il lit les propositions oui ou non. C'est le traducteur qui a le dernier mot. Et après, le texte revient à la maison d'édition et il y a aussi quelqu'un qui cherche des orthographes et la ponctuation. Et après, le traducteur lit encore une fois. Ouais, c'est un gros travail. Oui, c'est un gros travail. Tu n'aurais pas aimé collaborer avec Pascal? Cette question ne se posait pas. Parce que normalement, c'est peut-être aussi parce que Ronald a beaucoup traduit des textes des personnes qui sont déjà mortes. Ouais. Il n'avait pas l'habitude. C'est sûr, oui. Il a aussi traduit les romans d'Iso. Et je crois qu'ils avaient contact. Oui, ah, il avait contacté. Oui, bien sûr. Pascal, même question en fait, j'y pense maintenant, mais Béa dit, en lisant, je me dis, oui, j'aurais pu changer ce mot, etc. Est-ce que ça touche aussi un auteur? Est-ce qu'en relisant tes livres, ou par exemple, tu te dis, parfois... Oui, bien sûr, oui. Est-ce quand c'est qu'on sait, même question, quand c'est qu'on a terminé? Quand on est épuisé et un petit peu, agacé, quoi. Enfin, on en a marre. Voilà. Après, c'est sans fin aussi. Je sais que là, par exemple, sur le Colosse, il y a une chose que j'ai remarquée après coup. Et il va y avoir une correction faite dans l'édition suivante. On peut toujours on peut se rattraper.
à un moment donné, sur des points de détail. Évidemment, on va pas... évidemment, du grand format aux poches, on a la possibilité de réviser 2 ou 3 choses. À chaque fois, hein, on n'est pas infaillible, la perfection n'est pas de ce monde, même si on y aspire. Et heureusement, les lecteurs sont attentifs. Moi, je reçois toujours les critiques avec beaucoup d'attention, parce que on ne voit pas tout. Et malgré le grand travail dans la maison édition, parce que ces allers-retours entre la traductrice et l'éditeur, qui parle un peu français, hein, Wolfgang, on échange en français, il est le même avec l'éditeur et les assistants d'édition pour l'auteur, dans sa langue. Donc, et malgré tout, il reste toujours quelque chose. Et moi, je vais aller plus loin, c'est que, par exemple, Du bruit sous le silence, qui était traduit en italien, il a été traduit au moment de sa 8e ou 9e édition en français. Et c'est parce c'est un livre qui a eu énormément de succès, Du bruit sous le silence. Et quand il a été traduit en italien, la traductrice italienne a tenu absolument à discuter avec moi. Donc elle m'avait envoyé 10 pages à peu près de questions sur le rugby, sur la technique et tout. Voilà. Et elle m'a fait remarquer une erreur. D'accord. Une erreur de français. D'expression française qui avait échappé à tout le monde. Donc, on peut savoir laquelle, je suis curieux. J'utilisais à mauvais escient, si j'ose dire, l'expression avoir les foies. Ça veut dire avoir peur, on est d'accord. Ouais, et je l'utilisais autrement. Ah, d'accord. Alors, dans le contexte, j'utilisais... Et là, tout d'un coup, on se sent couillon, parce que l'éditeur l'a pas vu, les assistants l'ont pas vu. Moi, je le trimballe depuis 3 ans que j'ai travaillé sur ce bouquin, et il y a eu 9 éditions, et il y a eu à l'époque déjà 20 000, 30 000 lecteurs. Mais comme tu dis, personne n'est parfait. Voilà, et donc, par contre, à la 10e édition, c'est corrigé. Alors, il y a quand même... des façons de se rattraper. Béa, tout à l'heure, faisait allusion au genre grammatical, le mon et le ma. Mais toi, à propos de genre, tu te glisses dans la tête d'une femme. Oui, souvent. Oui, et ce n'est pas la première fois. C'est un jeu qui te séduit, qui pose difficulté. Ah non. Moi, ça fait longtemps que j'ai exploré mon côté femme. Ouais. Non, parce que bon, on revient souvent sur cette question, mais en dehors du genre, du sexe, il y a toutes les émotions fondamentales qui sont universelles. Donc, à partir de là, femmes ou hommes, on a tous éprouvé les beaux comme les vilains sentiments, l'envie, la jalousie, l'amour, l'amitié, tout ça. Donc on a ce fond commun qui permet quand même de voilà. Après il y a la fonction, après puis il y a l'imagination aussi. C'est être un homme de mon âge maintenant et d'écrire à la première personne une jeune femme de 27 ans, c'est assez troublant et exaltant, je trouve. C'est une exploration de soi-même qui est bien. Et puis, ça découle aussi de l'expérience de la vie que j'ai eue, parce que j'ai eu aussi cet âge et j'ai connu des femmes de cet âge et Lucille aussi et travaillé à partir de personnages vrais. Donc, qui m'ont inspiré. D'accord. Voilà. C'est le cas pour Anatole et Loïc aussi ? Loïc, pas tellement. Il avait fait sa première apparition dans le bal des frelons. C'est pour ça qu'il s'échappe de prison au début de celui-là, mais parce que ce qui lui arrive dans le bal des frelons, c'est une pure invention. Anatole, oui, est inspiré de certaines personnes. Mais c'est surtout Lucille qui est fondamentalement inspirée d'une copine à moi qui a travaillé auprès des migrants pendant des années et qui en a été bouleversée. Voilà, donc il y a toujours, on n'invente pas beaucoup là, le ressenti, ce qu'elle ressent, c'est beaucoup des confidences que j'ai recueillies, donc il n'y a pas besoin de beaucoup inventer. Il y a plus d'inventions chez le flic. Un flic humaniste à Calais, c'est ça. Oxymore. Mais il y en a, je pense. Je vois pas tout en noir. Pour moi, il y a d'immenses nuances de gris. C'est pas blanc ou noir. Je pense qu'il doit y avoir des flics suffisamment humanistes à Calais pour éviter le pire. Parce que voilà, c'est une affaire d'équilibre. Mais le climat n'est pas bon et puis ils ont des directives. Donc eux, c'est la main du pouvoir, donc voilà. Béa, je crois que vous avez des choses à dire. Je vois consulter les notes. Non ? Je voudrais dire sur les personnages, je trouvais on reste un être humain.
Même si on n'est pas, comme tu dis, toujours dans la caricature. non, Ça, non. dans le vrai côté de la loi. Oui, du Oui, Ah, oui. bon côté. Oui, Bon. d'accord, oui, je vois ce que vous voulez Mais dire. on reste un être humain avec des émotions, de l'empathie, de la douleur. Et même si on ne fait pas plus part de la société, on veut être part de la société. Et ça, on remarque ça dans ce roman, je trouve, avec les 3 personnes. Ils veulent avoir un cœur. Ils ont peur de perdre leur cœur. Tu as dit parfois... oui. La presse en a... Je dis, le soleil ne brille pas partout, mais il y a quand même un peu de lumière dans le... Oui, hein. oui, bien sûr. C'est mon livre le plus Ouais. Oui. Mais le personnage de Loïc, oui, il est attachant. Il était détestable dans Le Bal des Frelons. Je vous invite à le redécouvrir. Mais là, je voulais développer une idée. C'est la question de la rédemption. Absolument. Est-ce que c'est possible? Ah ouais. Parce que avant d'être un criminel, un petit criminel, parce que c'est un gars qui braque les pizzaiolos, voilà, je veux dire, il va. J'en ai connu comme ça. Hein. Quand j'étais adolescent dans le Nord, j'avais quelques copains vilains garçons qui braquaient des stations-service en 204. Ça avait une certaine grâce, ça faisait très années 70, film de sauter, etc. Aujourd'hui, c'est des mecs en mobilette qui braquent des Lidl. C'est moins glorieux, et ça montre à quel niveau on est tombé. Et c'est beaucoup de souffrance, à la base, dans tous les cas. C'est ce que je voulais montrer à travers Loïc, c'est-à-dire qu'à la base, c'est quelqu'un meurtri, quelqu'un de maltraité, dans la famille et par la société. Et je voulais développer à travers lui l'idée du rachat. Est-il possible, quand il arrive dans cet univers incroyable avec Anatole et tout, il veut se racheter, il veut être peinard, presque toujours, il dira presque tout le temps, parce qu'il sait que tout à fait c'est pas possible. Et à un moment donné, le dérapage, il est inévitable, on est ramené à sa misère, mais une misère globale, à la fois une misère matérielle, mais là il s'en fout parce que il peut braquer, mais une misère émotionnelle qui est terrifiante, qui est inquiétante dans notre société aujourd'hui. On a parlé de cinéma tout à l'heure à propos de Gabin. La presse a parlé, et j'avoue que je suis plutôt d'accord avec elle, de Ken Loach. Oui, il y a ça, ouais. Tu t'y retrouves là-dedans? Ah bah oui, c'est un des plus bels hommages qu'on peut me faire. Il y a même un journaliste, Philippe Manche, du Soir de Bruxelles, qui a parlé de celui-là et du précédent, qui est très lié à Un chemin s'arrêtera là, qui trouve à son écho dans celui-là, puisque le flic de L'horizon qui nous manque parle du livre précédent. Il a dit que c'était à mi-chemin entre Ken Loach et Russell Banks. Alors imaginez, le cœur fait boum. Le palpitant. Tu as remarqué que tes livres là, ça me saute à l'esprit maintenant. Tu viens de citer le précédent. Le chemin s'arrêtera là. Voilà, ouais. le chemin, l'horizon. On y va tout droit. Il y a toujours cette loin des humains. Ouais. On est toujours dans cette notion de chemin, oui, justement. Oui. Tu avais remarqué? Ah ben c'est fait exprès. Ah non, mais Si. Tu as fait exprès de faire des titres qui se répondent, oui. En écho. Oui. Par exemple, c'est une démarche pas si banale, Pascal. Ça te semble évident, mais. Oui, parce que j'avais un projet global au début. Alors, je savais pas où j'allais dans toutes les directions, mais j'avais envie d'explorer des chemins. Le terme de chemin, c'est un des plus beaux mots qui soit pour moi. Le chemin. C'est là où tout commence. C'est là où il y a toutes les émotions possibles, toutes les aventures possibles, le risque et le bonheur, la joie et la détresse. Tout est possible sur un chemin. Et c'est vrai que même au début, c'est vous dire que je suis un peu pervers, quand j'ai fait ma première trilogie toulousaine, c'est une longue phrase. La vie n'est pas une punition, premier volet, à trop courber les chines, virgule, on y va tout droit. Ah. Donc, au début du projet qui s'est joué sur 8 ans... Il y a du métatexte, là. Ah bah oui, oui. Et le reste, c'est à l'avenant. Donc, c'est évident que, par exemple, il y a une tonalité particulière sur mes romans d'inspiration nordiste. Ah, mais la tonalité. Voilà, différente de la tonalité toulousaine, etc. Mais ça, un traducteur, par exemple, ça passe à l'as, quoi, ce jeu entre les titres. Malheureusement, il ne peut pas traduire... Souvent, il ne peut pas traduire plusieurs livres d'un même auteur. Donc,
Je me tourne vers vous. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à vous manifester, hein, parce que je vois hélas l'heure qui tourne. Béa, des choses à ajouter? On a parlé des difficultés, mais parle-moi du plaisir qu'il y a. D'où il naît ce plaisir? Le plaisir est toujours s'occuper d'une langue. C'est beaucoup de plaisir pour moi. Et de trouver des solutions qui me plaisent. Non. Oui, des solutions qui me plaisent. Oui, ça, je m'en sortirais mieux que l'allemand. Oui. Oui. Donc c'est ça, on est. Et on apprend toujours. Moi je trouve. Bon, je suis vieille maintenant, mais on n'arrête jamais à apprendre. Apprendre une langue ou quelque chose du décor, du marché, de la politique. Il faut aussi rechercher des autres informations si on traduit quelque chose. Ah oui, donc. Et on apprend beaucoup de choses en traduisant. Ça, c'est bien, c'est très. Ça fait bonne humeur. Tu es en train de traduire. Oui, quel j'ai ouvrage en terminé ce un moment? autre livre, c'était de Fabre, Un bref moment d'héroïsme. Vous connaissez peut-être. J'ai fait ça avec une collègue et nous avons terminé parce que après la mort de Ronald, et après ce livre, la maison d'édition m'a demandé si je fais un autre. Oui, maintenant je Ouais. travaille comme traductrice. Et comment on travaille à deux? Mais Comment on fait pour moi, travailler je à deux? préfère travailler en équipe, toujours. Mais Parce comment que ça se passe? Oui, on fait, l'une fait un chapitre, l'autre un autre, et on les échange et on en discute. Et lorsqu'on a le style de l'auteur Mhm. qui vous donne la direction, ce n'est pas très différent. Les textes ne sont pas très différents. Et chacun sait d'autres choses. Et c'est toujours bien d'avoir deux cerveaux en travaillant, Parfait. au moins. Eunice? Une question destinée à Béa, très peu littéraire. En fait, j'aimerais connaître un peu les conditions de rémunération des traducteurs à l'Allemagne. En France, il y a des règles très précises. Les traducteurs sont payés, il y a des aides publiques destinées aux traducteurs. Quelles sont un peu les conditions Les conditions dépendent vraiment. Oui, Je suppose qu'elles sont oui, ça très fait. diverses, Non, ça fait rien. Mais très différentes en fonction des éditeurs. Je sais pas. ça dépend. En général, ça, on vous demande. Ça dépend des maisons d'édition. Il n'y a pas de règles précises instaurées par l'État Non, concernant. non. Bref, vous ne devez pas riche en traduisant. Oui, ça, Non, jamais. Parce que parfois, on gagne à peu près 4 ou 5 euros par heure. Si on fait un livre très, très, très lentement, et une autre fois. Yeah. Et on n'oublie jamais le livre en le traduisant. Vous en travaillez peut-être 6 mois et vous pensez toujours au texte. Pendant la nuit, vous avez une idée et on n'oublie pas ça. On saute là-dedans. Mais si un livre est un grand succès, le traducteur gagne aussi un peu. C'est ce que j'allais demander. Il y a un pourcentage oui. sur les ventes. S'il se vend très bien, Ouais. l'auteur en profite. Ce qui veut dire que vous très, très peu. vous suivez le destin des livres que les. Non, c'est vous la avez traduits. confiance avec les maisons d'édition. Ouais. Oui. Oui, non, mais je veux dire, mais quand même, tu regardes malgré tout quel est son destin, si c'est un succès ou pas. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. C'est normal. Oui. Donc, il y aura un œil sur Oui, le oui. livre de Pascal. Oui, mais je n'ai pas d'influence. C'est une excellente question, Pascal. La situation de la littérature française en Allemagne, de façon générale. Il faut le dire. Il faut le dire. Bah oui, bien sûr. C'est très intéressant. La situation n'est pas bonne. Non. Premièrement, les gens ne lisent plus beaucoup. Et oui, ça c'est. Et ils lisent en Allemagne. J'ai vu la librairie et c'est merveilleux.
Je ne connais pas si ça existe en Allemagne. Ah oui, Nous avons on beaucoup parle de d'Ombre Blanche, on est librairies, mais d'accord. nous avons beaucoup de romans qui viennent d'Amérique. Et les maisons d'édition achètent les droits d'un livre qui était déjà un succès dans le pays d'origine. Mhm. Ils achètent les droits, ils le traduisent très vite, avec non toujours avec des traducteurs qui travaillent très lentement à la maison, mais aussi avec des machines ou avec... Donc Pascal, tu es un privilégié en fait. Bien sûr. Oui, je pense. Mais pour en ajouter, il n'y a pas la loi, il n'y a pas l'équivalent de la loi langue en Allemagne. Ah oui, du prix unique du livre. Le prix unique du livre. Nous, la littérature est soutenue grâce à langue et les librairies existent en France. Voilà, et cette diversité vient aussi de là. L'autre jour, une petite anecdote. Je vais vous dire un sentiment que j'ai eu un peu d'agacement pendant un festival. C'est vraiment une parenthèse. Et c'était la veille des dernières élections. Donc c'était quoi? C'était les régionales. Et parmi les auteurs à table, il y avait les auteurs de polar. Je pensais encore naïvement que les auteurs de polar engageaient et tout, votaient, etc. Puis il y avait un auteur de polar là, dont j'ai oublié le nom, et je préfère l'avoir oublié, je préfère pas garder les mauvais souvenirs. Il m'a tenu tout un discours comme quoi il ne votait plus, etc., etc. Puis ça m'a fait hérisser le poil. Bon, surtout sur une élection qui a autant de sens, qui détermine tellement de notre vie quotidienne. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, garçon, si tu es là aujourd'hui, à cette table, invité à un festival, c'est qu'il y a des libraires. Et tu sais pourquoi le libraire existe aujourd'hui? Parce qu'un jour, il y a eu la loi langue. Et donc, il a bien fallu aller voter. Il a bien fallu aller voter pour que quelqu'un nous donne ce privilège aujourd'hui et que tout le monde nous envie. Oui. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour être tout à fait honnête, on a une chance en France incroyable. L'aide à la traduction, le CNL, le Centre national du livre, fait des actions régulières, justement d'échange avec les pays étrangers. C'est comme ça qu'on a eu les modes nordiques, qui sont venus en régionaux aussi, Nice. Les centres régionaux. Voilà, j'allais y venir, bien sûr. Voilà, il y a tout ce travail de fond qui fait que... Et les auteurs étrangers, ils sont bien. Les Américains sont très heureux de venir en France. Tous les auteurs, même allemands, il y a une vague un peu allemande actuellement. Plusieurs éditeurs français se mettent à publier des auteurs allemands. Donc voilà, on a ce privilège qu'il faut cultiver parce que... Et le privilège, toi, d'avoir été édité en Allemagne, il est dû à quoi? C'est des rencontres, des coups de cœur aussi. Moi, c'est très simple. J'ai quelqu'un chez Rivage qui travaille tous les ans à Francfort, la grande foire de Francfort. Moi, je vends assez peu en France. Je suis pas un gros vendeur, donc j'intéresse moins parce que ils regardent les tableaux. Effectivement, les best-sellers sont systématiquement publiés. Ils regardent même pas ce que c'est et ils le font traduire à la va-vite ou pas, soigneusement ou pas. Mais c'est valable dans tous les pays. Ouais. C'est pour ça que vous allez dans n'importe quel pays, vous verrez des gens plus ou moins intéressants sur les tables. Je ne citerai personne, mais quand c'est un très bon écrivain, on est content. Mais des fois, souvent, la littérature française traduite à l'étranger, c'est uniquement lié au fait qu'ils sont bien vendus en France. Donc, on aura les Marc Lévy, les Musso, les Z, etc. Bon, non, je plaisante à moitié. Mais voilà. On a compris. Voilà. Non, mais donc voilà. Donc c'est le fait du hasard. Il se trouve que Loin des humains. Alors si je vais vous raconter quand même. Loin des humains. L'éditrice allemande était une amie de François Guérif, et François Guérif avait tellement aimé ce bouquin. Éditeur de Rivage. Voilà, mon éditeur pendant 20 ans. Et il se trouve que ça se passe aussi simplement que ça. Ce soir-là, il parle de mon livre à l'éditrice allemande. Et la chose étrange, c'est que c'était le deuxième volet d'une trilogie. Et que malgré tout, elle a publié ce livre-là. C'est chouette. Ouais. Bon, voilà. Pour l'Italie, son nom va m'échapper, honte à moi. Il n'est plus de ce monde. Cet homme était un fan de romans noirs français. C'est pas si courant. Donc il avait publié Manchette, etc. Et il se mettait un point d'honneur de publier les nouveaux français. Donc c'était dans les années 90. J'ai eu la chance qu'il adore mon travail. Son nom, j'ai honte. Voilà. Et puis en arabe, alors ça a été rigolo.
C'était très rigolo parce que à ce moment-là, j'avais fait Envoyé spécial, j'avais fait plusieurs grosses émissions, à la suite de quoi j'avais été invité partout dans le monde. Et j'avais été donc invité à Amman par le directeur du centre culturel d'Amman. Et j'avais été aussi invité à Beyrouth. Alors ça tombait bien, on avait fait le tir groupé. Et quand je suis arrivé à Amman, le directeur, François-Xavier Adam, là pour le coup je me souviens bien, il me dit « Je t'ai fait inviter pour une causerie, mais surtout j'aime tellement le roman noir français que je veux te faire traduire en arabe. » Voilà, cadeau. Voilà. Pour des gens comme moi qui ne sont pas des gros vendeurs, ça ne peut se passer que comme ça, au feeling. Des coups de cœur. Voilà. Je vois l'heure. Ce que je propose, c'est que les autres questions, s'il y a question, se passent autour des dédicaces, puisque Pascal est à votre disposition. Béa, elle ne veut pas signer. Elle m'a dit un traducteur, ça ne signe pas. Bon. Toujours l'auteur qui signe. Bon, par contre, ça se remercie en traducteur. Merci beaucoup. Merci. Et merci à toi, Pascal. Merci, Pascal. Il s'agissait d'une rencontre enregistrée samedi 30 octobre 2021 à la librairie Ombre Blanche, dans le cadre de la quinzaine franco-allemande, entre le romancier toulousain Pascal Dessin et Beate Braumann, la traductrice allemande, avec Ronald Vouillet de son roman « L'horizon qui nous manque ». Réalisation et mise en onde, Radio.